Alors, merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps de vous inscrire pour cette masterclass conférence sur la profession, le métier d'adjointe virtuelle. Je vais commencer par me présenter parce que c'est pas tout le monde qui connaît mon histoire, mon parcours. Je vais essayer de faire ça quand même de façon assez brève. Ce que je veux vous donner comme information principalement, c'est comment m'est venue l'idée d'être adjointe virtuelle, comment je suis devenue entrepreneur. Donc, on recule plus de 20, presque 22 ans en arrière quand j'étais adjointe dans une clinique chiropratique. J'étais à la réception. Et mon patron et moi, on partageait un amour commun pour la lecture. Et mon patron m'a prêté un de ses livres. Il était en train de suivre une formation de coach. Et il m'a prêté le livre de Thomas J. Leonard, qui n'est malheureusement plus disponible, The Portable Coach. Et dans ce livre-là, bien, il y avait, c'était un des premiers livres de coaching qu'on pouvait trouver là, sur le marché. Et dans ce livre-là, bien, il y avait différents trucs. Il y avait plusieurs points, justement, pour s'auto-coacher. Et un de ces points-là était de déléguer. Et de déléguer qu'il y avait des gens qui aimaient faire ce que nous, on n'aimait pas faire, de déléguer ses faiblesses, puis de se concentrer sur ses forces. Et à la toute fin de ce chapitre-là, il y avait de l'information à qui est-ce qu'on pouvait déléguer et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des virtual assistants. En fait, la virtual assistant de M. Leonard est Anastasia Bryce qui a fondé Assist You, la première école, le premier centre de formation pour les virtual assistants. D'ailleurs, Anastasia, c'est une de mes mentors et une amie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, ce serait peut-être une possibilité pour moi de faire ça. J'avais déjà commencé à faire de la tenue de livre pour une cliente de la clinique. Et je me suis dit, bien, comme c'était ça que je savais faire, de la tenue de livre, je me suis dit, bien, je sais ce que je vais offrir comme service. Donc, j'ai fait de la recherche, j'ai fouillé pour voir s'il y avait d'autres adjointes ou assistantes virtuelles francophones. Il n'y en avait pas. En tout cas, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché dans le registraire des entreprises. J'en ai pas trouvé qui était francophone et qui offrait les services. Donc, je me suis dit, bon, mais parfait, je vais être la première. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y aurait de l'éducation à faire. Beaucoup d'éducation à faire parce que dès que je parlais, que je mentionnais que j'étais assistante virtuelle, bien, il me disait, ben, t'es pas virtuelle, t'es là. Donc, on pensait souvent que, et dans le fond, ils n'ont pas tort là, quand on pense à Siri, Alexa et compagnie. Donc, l'assistante virtuelle, c'est une personne et là, il fallait que j'explique ce que je faisais et tout ça. Ça n'a pas été, j'ai pensé à ça, puis ce qui est arrivé, c'est qu'en août 2002, ma cliente pour qui je faisais de la tenue de livre est venue me porter ou chercher ses documents. Je ne me souviens plus trop là, à quel moment c'était, mais elle est arrivée et puis moi, à brûle pour point, je lui ai dit, je ne serai pas ici l'année prochaine, je ne travaillerai plus ici. Puis elle m'a dit, ben pourquoi? Comment ça? Là, je lui ai expliqué, je dis, ben moi, je veux être assistante virtuelle. Puis elle m'a dit, ben justement, je cherche quelqu'un. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour, euh, pour m'aider parce que je veux organiser des ateliers. Je me concentre plus parce qu'elle faisait de l'organisation d'événements, mais
force de se faire coacher par mon patron, qui suivait la formation de coach de M. Leonard, elle a décidé, elle aussi, de suivre la formation et de devenir coach. Donc, pour faire la transition et tout ça, elle avait besoin de quelqu'un, elle avait besoin d'une assistante pour l'aider dans ses ateliers, dans son service à la clientèle, etc. Alors, là, mais elle m'a dit, c'est loin. En septembre, moi, je vais avoir besoin de quelqu'un plus rapidement. Elle dit, va, retourne chez toi. Et quand tu retourneras chez toi, tu referas tes calculs pour voir pourquoi, c'est comme si tu peux revenir, comme quitter ton emploi plus rapidement. Parce que la raison pourquoi j'avais dit juste l'année prochaine, c'est parce que je pensais que j'avais besoin d'un très, très gros coussin financier pour finalement déployer mes ailes puis me lancer. Donc, je suis retournée chez nous et puis ce soir-là, bien, j'ai fait des calculs. Et le lendemain matin, à 5 heures, je lui disais, bien, finalement, ça ne sera pas en septembre l'an prochain que je vais quitter mon emploi. Ça va être au mois de mai. Donc, j'avais déjà retranché quelques mois. Et par la suite, bien, ce que j'ai fait d'autres calculs et tout ça. Et puis, je suis arrivée à février 2003 et elle m'a proposé d'aller luncher. On s'est rencontrés, elle m'a posé plein de questions. Ça, je vous en parle dans mon livre sur l'oppreneuse, si jamais là, ça vous intéresse. C'est des détails que vous allez pouvoir lire ailleurs. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais finalement, de fil en aiguille, j'ai devancé et le 22 novembre 2002, c'était ma première journée comme assistante virtuelle. J'avais parlé à cette cliente-là et elle m'avait posé une question euh, géniale. Elle m'avait demandé combien de clients as-tu besoin pour te sentir à l'aise et quitter ton emploi. Moi, je pensais en termes d'heures, je ne pensais pas en termes de clients. Donc, je lui ai dit, ben, j'ai besoin de faire tant d'heures c'est de vendre tant d'heures. Et elle m'a référé 2 clients. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré en parlant, en disant ce que je faisais, en expliquant ce que je voulais faire, qui j'aidais. Et ça, à l'époque, ça a surtout été du bouche à oreille. Donc, c'est en parlant aux gens que je connaissais, en leur disant ce que je faisais. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un de nouveau, bien, je lui expliquais ce que je faisais. Euh, donc, c'est un peu comme ça là, que m'est venue l'idée. Puis, rapidement, après quelques années, je savais que je n'étais pas faite pour retourner sur le marché de l'emploi pour redevenir salarié. Fait que ça, c'est, en résumé, c'est mon histoire. Et la prochaine question à laquelle je veux répondre, c'est qu'est-ce que ça fait au juste une adjointe virtuelle? Parce qu'on entend plein de choses. On est passé là, au cours des 20 dernières années. Moi, je suis passée de virtual assistant, assistante virtuelle, à adjointe administrative virtuelle, à adjointe virtuelle. Donc, j'ai même, à un moment donné, je suis même passée à collaboratrice virtuelle parce que adjointe, ça, pendant un certain temps, j'avais la croyance que c'était un terme péjoratif et que les gens euh, me verraient comme une subalterne. Donc, j'ai beaucoup joué avec ces termes-là. Donc, ça m'amène justement à qu'est-ce que ça fait au juste une adjointe virtuelle. Parce qu'on a beau dire, donner le terme, le titre qu'on veut, le client, lui, ce qu'il va vouloir savoir, c'est qu'est-ce que ça fait au juste. Puis vous autres, si vous êtes ici, euh, surtout celles qui n'ont pas commencé et qui songent à la profession, bien, vous vous demandez qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme adjointe virtuelle, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer comme service à mes clients.
Donc, il y a bien sûr toutes les tâches au niveau administratif, donc des tâches communément appelées de secrétariat qu'on peut faire à distance. Donc, gestion des rendez-vous, gestion des courriels. Certaines font même la gestion des appels, donc maintenant avec les appels sur Internet, donc on peut transférer les appels. C'est pas nouveau. Moi, je le faisais en 2006. Ça s'appelait le service numéro unique de Bell Canada ici au Québec. Et ce que c'était, c'est qu'on s'inscrivait, on payait tant par mois pour le service. Et c'était un peu un service de téléphonie. Et on pouvait choisir les heures d'ouverture. Et en dehors des heures d'ouverture, il y avait un message vocal qui était que les gens entendaient. Ils pouvaient laisser un message en dehors des heures d'ouverture. Et j'avais des clients qui avaient ce service-là, donc je gérais leur boîte vocale et je recevais les appels qui étaient transférés sur mon téléphone. Donc, au niveau de l'administration, là, tout ce que vous avez appris, si vous avez suivi un cours en bureautique ou un cours en secrétariat, tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire comme adjointe virtuelle. Ici, au Canada, au Québec, on peut faire aussi de la tenue de livre. On peut faire plusieurs tâches comptables. Donc, il y a ça, la facturation, gestion des comptes à recevoir, entrée des données comptables dans le logiciel, là, tout ce qui est avec les différents logiciels, Sage, QuickBooks, Acomba, etc. Les services langagiers, révision, rédaction, traduction, transcription, le service à la clientèle, donc gérer les courriels, répondre aux clients, le service après-vente, dans le fond, le soutien technique, les ventes aussi, le soutien aux ventes, donc s'assurer que les pages de vente sur les sites sont faites, effectuer certaines transactions si jamais si c'est nécessaire, s'assurer que le stock, si jamais c'est des produits physiques, est disponible, les formations en ligne, mettre les formations en ligne, s'assurer là, que le processus de vente se passe bien. Les médias sociaux, donc toute la gestion des médias sociaux, gestion de communauté, donc gérer la communauté, les communications sur les réseaux sociaux de nos clients et créer les publications, les publier, etc., au nom du client. La gestion des campagnes, bien là, à ce moment-là, ça prend une formation là, pour gérer les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le volet audio-vidéo, donc les montages audio pour les podcasts ou les formations, les vidéos également, les montages vidéo, mettre les vidéos en ligne, gérer la chaîne YouTube du client, par exemple. Il y a aussi, et ça c'est nouveau, c'est une formation que j'offre avec l'Académie des adjointes virtuelles des auteurs. Donc, même si on n'offre pas les services langagiers, c'est-à-dire la révision, etc., on peut quand même offrir des services aux auteurs comme, par exemple, la mise en page et l'aide au niveau de l'auto-publication sur les plateformes comme Amazon et les autres. Et également, bien, on peut assister dès le départ au niveau de l'écriture, donc l'étude de marché pour savoir si l'idée est viable. Et puis, etc., rassembler le contenu que le client a déjà. Donc, ça, c'est vraiment un survol rapide là, de ce que peut faire une adjointe virtuelle. Dans le guide Bye Bye Boss, pour celles qui ne l'ont pas, je vais vous fournir le lien
avec l'enregistrement, là, quand je vais vous l'envoyer, vous allez l'avoir, là, vous ne serez pas obligé de vous inscrire pour avoir accès à ce document-là. Donc, parce que dans le document Bye Bye Boss, vous allez trouver plus de 180 tâches différentes qu'on peut faire comme adjointe virtuelle. Ce que je vous suggère de faire, c'est peut-être de prendre en note ce que je vous dis en ce moment. Lorsque vous allez mettre la main sur le document Bye Bye Boss, si vous ne l'avez pas encore ou si vous l'avez, prenez-le et imprimez ne serait-ce que les pages des tâches et avec surligneur, idéalement, là, si vous en avez de deux couleurs différentes. La première couleur, vous allez surligner ce que vous savez déjà faire. Et avec l'autre couleur, moi, j'aime bien le jaune pour ce que je sais déjà faire et le rose, parce que j'en ai un rose aussi, le rose pour qu'est-ce que j'aimerais faire ou qu'est-ce que j'aimerais apprendre. Donc, c'est un exercice que je vous suggère de faire. Ce que vous allez surligner avec la première couleur, bien, ça va déjà vous aider à établir votre première liste de services. C'est important de savoir que votre liste de services, elle n'est pas coulée dans le béton. Vous allez pouvoir changer d'idée. Vous allez pouvoir retirer des services si jamais à un moment donné vous vous lassez, que vous n'avez plus envie de proposer ces services-là. Vous allez pouvoir en ajouter si vous suivez des formations, par exemple, pour les tâches que vous aimeriez proposer éventuellement. Vous allez pouvoir suivre des formations et les ajouter à votre liste de services. Moi, je vous ai dit tantôt que j'ai commencé en faisant de la tenue de livre. J'ai arrêté de faire de la tenue de livre en 2009. En 2008, j'ai découvert les réseaux sociaux. À l'époque, c'était le trio Facebook, LinkedIn, Twitter. Et j'ai découvert aussi WordPress. Donc, à partir de 2009, quand j'ai cessé de proposer les services de tenue de livre, j'ai commencé à proposer la gestion des médias sociaux et la gestion de sites web sur WordPress. Je faisais même la création de sites web sur WordPress. Tous mes sites sont créés là-dessus. Puis, à un moment donné, je me suis lassée de ça. J'ai arrêté d'offrir les services de gestion des médias sociaux. Je l'ai fait pour certains clients jusqu'à tout récemment, mais je n'en faisais pas la promotion. Ça faisait partie là, d'un tout, d'un ensemble de services que je proposais, mais je ne faisais pas la promotion pour la gestion des médias sociaux. Et avec le temps, bien, à force de travailler avec des auteurs, des coachs qui ont écrit des livres, bien, j'ai développé des compétences en autopublication, en plus d'avoir écrit et publié 7 livres. Donc, j'offre maintenant des services comme AV des auteurs et aussi coach des auteurs pour ceux là, qui ont besoin de coaching. Donc, ça m'amène à, je vous ai parlé des tâches et tout ça, de ce que vous savez faire. Donc, notez ce que vous savez déjà faire, ça va vous aider à démarrer votre liste de services. Puis, une autre question qui revient souvent, c'est est-ce que ça prend une formation spéciale pour devenir adjointe virtuelle? Bien, même si j'en ai une formation pour devenir adjointe virtuelle, je vais être honnête et vous dire que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez décider de vous débrouiller, de faire de la recherche et de lancer votre entreprise. Il n'y a pas de police ou d'ordre professionnel qui va vous taper sur les doigts si vous démarrez comme adjointe ou assistante virtuelle sans avoir suivi de formation. Cependant, le fait de suivre une formation va faire en sorte que vous allez diminuer la courbe d'apprentissage. Parce que si vous ne suivez pas de formation, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs qu'on fait quand on débute et qu'on n'a pas toute l'information. Quand on suit une formation, bien à ce moment-là, on va chercher vraiment l'essentiel, on garde le focus
sur le démarrage de notre entreprise. Puis, je vais vous parler brièvement de la mienne, qui est, dans le fond, qui guide les nouvelles adjointes virtuelles étape par étape. Donc, on va partir, là, c'est certain qu'il y a un exercice pour déterminer quels sont les services qu'on va offrir, mais on part de la base vraiment de qui on est, de bien se connaître pour après ça être capable de se présenter à nos clients et bien représenter qui on est, ce qu'on propose comme service. Et après ça, bien sûr, vient les autres étapes. Comment on fait pour aller chercher les clients? Comment on fait pour les garder aussi? Donc, tout ça, c'est abordé dans la formation. Comment on établit nos tarifs, puis je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, c'est pas obligatoire une formation, mais ça aide. Donc, quel type d'expérience est-ce que ça prend? Si, si j'avais fait cette vidéo-ci il y a peut-être 5, 10 ans, je vous aurais dit, ça prend absolument un minimum de tant d'années comme adjointe administrative dans un bureau. Aujourd'hui, je vais vous dire que non, ça ne prend pas autant d'expérience, ça aide, sauf que ça prend, dans le fond, des connaissances de base. C'est certain que si la seule expérience que tu as, c'est d'avoir été, et là, je ne veux pas dénigrer là, celles qui font ce travail-là, on en a besoin, mais si la seule expérience que tu as, c'est d'avoir été serveuse dans un resto, ou encore caissière dans un magasin de pièces d'auto, bien, il manque des connaissances. Dans le fond, je dirais que c'est plus des connaissances de base que ça prend. Donc, tu dois être capable de te débrouiller sur Internet, connaître au moins les logiciels de base. Puis je vais en parler tantôt au niveau là, de l'équipement, mais les logiciels de base, là, on parle de Word, Excel, PowerPoint, la gestion des courriels, être capable de gérer tes propres courriels, c'est déjà ça, de communiquer efficacement, et aussi connaître les réseaux sociaux parce que tu vas en avoir besoin, même si tu n'offres pas ces services-là à tes clients, tu vas avoir besoin de les connaître et d'apprendre à les connaître. Donc, ça prend quand même une base de connaissances en bureautique. Et là, si tu as de l'expérience comme adjointe administrative, comme réceptionniste, comme responsable du service à la clientèle, comme gestionnaire des ressources humaines. Tout ça, ce sont des expériences que tu peux transférer, des compétences que tu peux transférer dans ton entreprise d'adjointe virtuelle. Donc, l'expérience, euh, quelle expérience que ça prend, quel équipement ça prend. Justement parce que j'ai parlé de la bureautique, donc ça nous prend au moins les logiciels pour la bureautique. La suite Office 365, moi, c'est ce que j'ai. C'est des frais annuels. On a toujours une version à jour. On peut l'utiliser sur différents appareils, surtout si on vise à être ce qu'on appelle digital nomade. Donc, si on veut pouvoir travailler de n'importe où, donc si on a un ordinateur portable, moi, avec le temps, là, j'ai bâti mon équipement, mais j'ai commencé avec un ordinateur de bureau, un bon écran, un ordinateur avec suffisamment de mémoire vive parce que comme adjointe virtuelle, souvent, ce qui va arriver,
qu'on va avoir plusieurs fenêtres de plusieurs onglets dans nos navigateurs qui vont être ouverts. On risque d'avoir plusieurs applications d'ouvertes en même temps. Donc, s'assurer d'avoir suffisamment de mémoire vive. Les ordinateurs, je sais que les ordinateurs, habituellement, là, ce qu'on appelle une tour, l'ordinateur de bureau, habituellement, il y a souvent de l'espace pour ajouter de la mémoire vive à nos ordinateurs. Sinon, bien, ça peut faire partie là, de ce que j'appelle la wish list, la liste de souhaits, éventuellement là, de bonifier son équipement. Donc, bon ordinateur, un écran, webcam, idéalement pour pouvoir converser avec nos clients, que ce soit avec Zoom, Teams ou Google Meet. Donc, il y a différentes applications là, pour faire des vidéoconférences. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Il y en a qui, avec leur licence Office 365, vont prendre celle avec Teams et puis vont l'utiliser. Moi, je préfère Zoom parce que ça fait déjà très longtemps que je l'utilise. Mais j'ai eu des conversations avec des adjoints virtuels sur Meet ou Teams aussi. À part l'ordinateur, bon écran, là, je sais, je me répète, mais c'est juste parce que je veux m'assurer de rien oublier. Une webcam, un casque d'écoute si, ou avec un micro, mais habituellement, la webcam, comme la webcam que j'ai aujourd'hui, c'est une Logitech, mais je ne sais pas si le modèle existe encore. Euh, Le casque d'écoute, bien, moi, je suis malentendante, donc j'ai mes appareils auditifs, mais ce qui me sert de casque d'écoute qui va me permettre de vous entendre, c'est ça. Cet appareil-là qui est connecté avec mon ordinateur. Donc, ça va me permettre de bien vous entendre tantôt là, quand vous allez me poser vos questions. Mais casque d'écoute pour couper le ton ou éviter les retours de son là, si jamais il y en a. Mais ça peut être, là, je vous dis ça, mais ça peut être aussi bien là, vos écouteurs que vous avez avec votre téléphone. Habituellement, on est capable de les brancher dans notre ordinateur, puis ça fonctionne bien. À part ça, bon, là, j'ai parlé de l'équipement plus physique, les logiciels, bien sûr, la suite Office. Soit une application, là, si vous n'avez pas Teams avec la suite Office, soit Zoom ou encore Google Meet, si vous utilisez les applications de Google. Ça, c'est intéressant, là, on peut faire des visioconférences. Euh, Gestionnaire de courriel, moi, j'utilise Google Agenda, mais Google Mail et Google Agenda plutôt. Mais il y en a qui préfèrent utiliser Outlook. Vous l'avez dans la suite Office. Donc, Outlook pour votre gestionnaire de tâches, votre agenda et votre gestionnaire de courriel. Il y en a qui aiment bien utiliser un gestionnaire de projet avec leurs clients. Donc là, vous pouvez être team, ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, la plupart sont gratuits. Dans la formation Devenir adjointe virtuelle, dans mon programme, on voit la base pour utiliser Asana. Donc, il y a Asana qu'on peut utiliser là, pour la gestion de projet avec nos clients également, la gestion de nos tâches, etc. Euh, Bien sûr, les modes de paiement, idéalement un compte. Ben là, c'est libre à vous. Moi, j'ai les deux. J'ai un compte PayPal entreprise et un compte Stripe. Stripe pour les cartes de crédit, cartes bancaires, puis PayPal pour ceux et celles qui préfèrent utiliser PayPal. Je propose les deux à mes clients, puis pour les clients qui sont au Canada, bien, j'accepte les virements Interact également.
Et souvent, je vais payer mes fournisseurs comme ça, avec un virement Interact parce qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais là, où les frais ne sont pas aussi élevés là, qu'avec PayPal ou Stripe parce qu'il faut prévoir un 3% à peu près de frais. Annu- Eux, ils appellent ça de commission, là, mais c'est les frais de crédit, si on veut, pour le traitement là, sur les cartes de crédit. Ça va m'amener à, je vais aborder la question des tarifs puis des frais justement de PayPal. C'est important de prévoir pour PayPal ou Stripe de prévoir que nos tarifs vont être assez élevés pour couvrir ces frais-là parce qu'on ne peut pas les ajouter à nos clients, les imputer à nos clients parce qu'ils nous payent par carte de crédit. On ne peut pas les pénaliser. Donc, à ce moment-là, il faut juste s'assurer qu'on va charger assez. Et ça m'amène à la question avant de passer à la question suivante sur combien ça charge une adjointe virtuelle, je veux juste terminer par rapport à l'équipement. Dans le guide Bye Bye Boss, vous allez avoir aussi une liste de 25 ou 26 logiciels et applications là, qu'on peut utiliser dans notre entreprise. Donc, si jamais il y a des choses que je n'ai pas mentionnées, parce que j'en ai pas mentionné 26 aujourd'hui, euh, je- vous allez les avoir, là, vous allez les trouver là, dans le document là, que je vais vous donner ou que vous avez déjà reçu si vous avez vous vous êtes inscrite aussi pour Bye Bye Boss. Combien ça charge une adjointe virtuelle? Ça, c'est le nerf de la guerre quand on est adjointe virtuelle. Ça va être quoi mon tarif? C'est quoi les fameux tarifs? Euh, En ce moment, au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre, le tarif qu'on dit, qu'on conseille, que les adjointes virtuelles conseillent entre elles, c'est de ne pas aller en bas de 40 l'heure. Que ce soit 40 ou 40 euros, on conseille de ne pas aller en bas de ça. Et la raison est simple, c'est que il faut prévoir dans, dans son tarif, quand on établit son tarif, c'est pas juste de remplacer le salaire. Euh, Quand on est adjoint virtuel, on est entrepreneur. Donc, on devient entrepreneur. Là, ici, je ne connais pas toutes les règles administratives en France ou dans les autres pays que le Canada, le Québec plus précisément, mais je sais que partout, on a des charges, on a de l'impôt à payer et il faut prévoir en fonction de ça. Souvent, ce qu'on va conseiller, d'ailleurs, si vous allez sur le site de l'Académie des adjoints, il y a le podcast. J'ai enregistré un épisode de podcast avec Geneviève Pesan, qui est technicienne comptable. Alors ici, au Québec, on recommande un minimum de 25 qu'on va mettre de côté. Donc, 25 c'est déjà 10 sur chaque heure, pour chaque heure qu'on va travailler. Ça, c'est juste pour les impôts et les charges. Donc, le régime de retraite, l'assurance santé, etc. Moi, ce que je dis, c'est d'en mettre 40. Ça semble beaucoup, 40 mais c'est qu'il faut penser que on n'est pas payé quand on prend des vacances. Donc, ici au Québec, on a le fameux 4 quand on est employé. Il y a 4 qui est prévu si jamais quand on prend nos vacances, bien, on nous donne notre paye de vacances, donc notre 4 on n'a pas ça quand on est entrepreneur, quand on est adjoint virtuel. Donc, il faut prévoir les vacances. Il faut prévoir aussi qu'on n'a pas de congés payés de maladie.
on n'a pas de congé. Mon mari travaille au gouvernement fédéral, donc gouvernement du Canada, il est un fonctionnaire. Lui, lui a des congés maladie, congés familiales qui sont payés, mais nous, on n'en a pas de ça. Donc, si on doit prendre congé parce que notre enfant est malade, notre conjoint ou un parent, euh, moi, c'est surtout mes parents qui sont, ma mère qui est âgée, mon père est décédé, mais j'ai eu à prendre congé pendant sa maladie. Donc, j'ai eu à m'absenter du travail. Si j'avais pas chargé assez, que j'en avais pas mis de côté, bien, il aurait fallu que je trouve un moyen de travailler pour rattraper ce temps-là. Puis, je vais vous avouer que pendant cette période-là, qui a quand même été assez courte, j'avais pas la tête vraiment au travail. Donc, le risque d'erreur est beaucoup plus grand dans ce temps-là. Donc, c'est des choses, il faut prévoir ça. Puis, il faut aussi penser que sur 40 heures, un horaire de 40 heures, qu'on dit qu'on va être assise au bureau pendant 40 heures, bien, possiblement que ce seront pas les 40 heures qui vont être facturées, qui vont être facturables. Donc, il y a du temps qu'on va travailler pour promouvoir notre entreprise, pour faire la gestion administrative de notre entreprise, faire nos factures, notre tenue de livre, euh, faire la promotion, etc. Tout ça, bien, on n'est pas payé pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut prévoir de charger assez. Parce que si on ne charge pas assez, on va être obligé de faire beaucoup plus d'heures pour arriver à atteindre euh, notre objectif ou juste répondre, subvenir à nos besoins. Euh, D'ailleurs, je vous recommande, là, je ne l'ai pas sur mon bureau, il est pas accessible ici, mais je vous recommande le livre de Alexandra Martel, Ajoute un zéro. Euh, Parce que si vous avez la possibilité, moi je vous ai parlé d'un tarif à l'heure, mais si vous avez la possibilité de charger un tarif fixe sans charger à l'heure, c'est encore mieux. Parce qu'à un moment donné, quand on charge à l'heure, et si on ne fait que charger à l'heure, facturer à l'heure, à un moment donné, on devient pénalisé pour son efficacité. Parce qu'il vous prend une heure quand vous commencez, éventuellement, va peut-être vous prendre juste 15 minutes ou 30 minutes parce que vous avez augmenté votre efficacité, vous êtes meilleur, vous avez développé des trucs, etc. Donc, là, si ça vous prend juste 30 minutes et que vous chargez encore à l'heure, ça veut dire que vous allez devoir trouver deux fois plus de clients, faire deux fois plus de ces tâches-là pour arriver à faire encore le même tarif. Puis, ce ne serait pas honnête de charger une heure à votre client quand ça vous prend 30 minutes. Et là, à ce moment-là, quand on charge à l'heure, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va devoir justifier pourquoi ça nous prend tant de temps. Parce qu'immanquablement, le client, lui, ce qu'il regarde quand on facture à l'heure, c'est ça. Il va regarder combien de temps ça nous a pris. Puis si une fois, pour X raison, ça nous prend plus de temps, bien là, on risque d'avoir les clients qui sont très observateurs vont remettre en question notre tarification. Pourquoi on leur a chargé plus cette fois-ci pour la même chose qu'on a faite puis qu'on a chargé tel montant. Donc, en établissant soit ce que j'appelle des forfaits mensuels. Donc, c'est un montant fixe à chaque mois pour un ensemble de tâches. Moi, c'était comme ça que je travaillais. Ou encore des forfaits par projet.
Donc, un forfait par projet, c'est quelque chose qui a un début et une fin, comme par exemple la création d'un site web ou encore l'autopublication, la mise en page d'un livre et l'autopublication du livre. Donc, ça aussi, ce sont des forfaits fixes, euh, des projets. Ça, j'en parle un peu plus en détail, là. C'est quelque chose que j'aborde pendant tout un module dans la formation Devenir adjointe virtuelle. Mais c'est important de regarder euh, combien vous allez charger, combien vous avez besoin. Je vous pose la question en ce moment, peut-être le noter pour y réfléchir pendant les fêtes. Combien est-ce que vous avez besoin de faire pour subvenir à vos besoins de base? Puis ajouter à ça pour avoir une qualité de vie, là. C'est les besoins de base, puis avoir une bonne qualité de vie. Souvent, j'en ai pas parlé, et parce que je parle du tarif, souvent, moi, ce que je vais recommander, si c'est possible, conservez votre emploi pendant que vous démarrez, que vous mettez en place votre entreprise. Comme ça, votre emploi va euh, financer le lancement de votre entreprise. Autrement dit, ça va subvenir à vos besoins, puis vous allez pouvoir développer votre entreprise graduellement. Donc, est-ce qu'on peut bien gagner sa vie comme adjointe virtuelle? Tout à fait. Il y a des adjointes virtuelles, j'en connais plusieurs, qui font ça à temps plein et qui en vivent très bien. Des adjointes virtuelles qui font ça depuis 5, 6, 10 ans, 20 ans même, parce il y a une adjointe virtuelle là, que j'ai accompagnée là, dès ses débuts là, en 2003. Donc, elle est encore en affaires. Donc, oui, on peut bien gagner sa vie comme adjointe virtuelle, puis on n'est pas obligé de travailler 60-70 heures par semaine pour le faire si, dès le départ, on charge le bon prix. Il y a une autre question qui vient souvent aussi, et j'en parle tout de suite parce que j'ai parlé des tarifs et tout ça. Euh, est-ce que je fais signer un contrat à mes clients? Oui, 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 oui. Soit que ça va être comme adjointe virtuelle, je fais signer un contrat donc qui va contenir rapidement là, donc c'est une entente. Moi, je l'appelle une entente de service. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que ça fait moins peur aux clients une entente de service qu'un contrat. Pourtant, c'est la même chose. Mais donc, dans mon entente de service, il y a la clause de confidentialité qui est essentielle. Il y a également au niveau par rapport au mode de paiement, c'est quoi le tarif? Et entre autres, le fait que le tarif est ajusté à chaque nouvelle année. Ça, c'est quelque chose que je mentionne. Les heures de travail, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas euh, dans l'entente euh, dans l'entente de service. Les participantes de la formation Devenir adjointe virtuelle ont des modèles de contrat, un modèle d'entente de service également qui leur est fourni dans la formation. Puis j'en parle plus en détail là, à ce moment-là. Donc oui, on fait signer un contrat. Ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre et puis faire comprendre aux clients, c'est que le contrat, c'est le document qui sert à clarifier les attentes du client et les nôtres pour en venir à une entente. Avant de commencer avec un client, alors que ça va déjà bien, c'est là qu'on va faire signer ce contrat-là. Ce que c'est le contrat, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est pas une chaîne pour attacher votre client et l'obliger à faire affaire avec vous pendant un X temps. Parce que là, c'est certain que vous allez faire peur au client. Le contrat, dans le fond, ce qu'il va se faire, c'est que, un, ça va rassurer le client
par rapport à votre façon de travailler, etc. Vous allez avoir l'air plus professionnel. Puis en même temps, bien, ça vous protège dans le sens où vous dites, bien, qu'est-ce qui va arriver s'il y a défaut de paiement, par exemple? Qu'est-ce qui va arriver si jamais le client décide de mettre fin à la collaboration? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui est inclus? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que de cette façon-là, vous allez pouvoir dire si le client vous demande quelque chose qui n'est pas inclus dans votre entente de service, vous allez pouvoir lui dire, bien, selon notre entente, ça, c'est pas inclus. Donc, si tu veux que je l'ajoute, il va y avoir des frais supplémentaires. Puis, si c'est quelque chose qu'on ajoute à long terme, bien, je vais faire une mise à jour de notre contrat de service. Là, il y a une question que je sais qui vous taraude, puis que j'en ai reçu. Je reçois cette question-là une fois sur deux. Comment est-ce que je fais pour trouver des clients? Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a différentes façons de le faire. Vous allez devoir tester, essayer différentes choses. Mais ce que je vous conseille de faire, souvent quand on commence, on va avoir tendance à s'éparpiller. Donc, on va essayer d'être partout à la fois, puis on ne sera pas de façon très concentrée. Moi, ce que j'enseigne dans la formation Devenir adjointe virtuelle, c'est qu'il y a deux modules pour l'acquisition de clients. Là, il y a deux modules il y en a un qui est sur l'attraction de clients. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour attirer des clients? Autrement dit, nous, comme on est adjointe virtuelle, on n'a pas pignon sur rue, on n'a pas une boutique avec une vitrine, puis une enseigne, puis tout ça. Donc, il faut faire en sorte que le client nous trouve. Donc, comment on fait pour la mettre en place, notre vitrine virtuelle? Donc, ça, c'est un module qu'on voit là, dans la formation. Puis après ça, on voit au niveau de l'acquisition de clients. Comment aller chercher des clients? Là, ce que j'appelle le module de promotion. Donc là, à ce moment-là, il y a différentes façons de le faire. Il y a la première que moi j'ai utilisée quand j'ai commencé, que plusieurs utilisent, qui est le fameux bouche à oreille. Comment ça se traduit aujourd'hui? Aujourd'hui, la première chose, c'est parlez-en, 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 parlez de ce que vous faites, parlez de votre projet, si vous démarrez, commencez à en parler. Parlez-en aux gens que vous connaissez, parlez-en aux gens qui connaissent peut-être votre clientèle cible. J'en ai pas parlé de ça, mais c'est important de savoir c'est qui notre client, ça va être qui notre client. Puis là, probablement, puis très certainement, que la plupart qui commencent disent, ben mon client, c'est n'importe quel entrepreneur, n'importe quel travailleur autonome, n'importe quel coach, n'importe quel thérapeute, etc. Puis, c'est ça que je vise. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on s'adresse à un public trop général, notre message se perd. Donc, ça va être important de commencer à penser à c'est qui notre client idéal. Puis d'ailleurs, justement, dans la formation, j'en parle aussi de ça. Votre client idéal, c'est la personne, puis ayez pas peur, là, en choisissant en déterminant c'est qui votre client idéal, là, vous allez attirer beaucoup plus de monde que si vous parlez à tout le monde.
Votre client idéal, ça va vous aider à peaufiner, améliorer votre message. À qui est-ce que vous allez vous adresser? Donc, ça va faire en sorte que votre message va être beaucoup plus pointu et que vous allez rejoindre les gens. Les gens vont lire vos messages, vos publications, etc. Ils vont se reconnaître. Oui, c'est un entrepreneur qui a besoin de déléguer, qui est submergé, qui a trop dans son assiette. Mais encore, donc ça va être important de faire la réflexion, l'exercice sur le fameux client idéal. Ça va vous servir aussi en faisant ça d'information pour lorsque vous allez faire du réseautage. Je ne sais pas, Agnès, je vois ta webcam. Tu peux peut-être juste me faire un signe de tête. Si je te parle de réseautage, est-ce que tu comprends que je parle de networking? Oui, OK, parfait. Donc, c'est juste parce que je sais qu'il y a des expressions ici au Québec qui, des fois, ils n'ont pas nécessairement la même signification, mais je pense que ça devient de plus en plus connu comme terme en français du réseautage. Donc, le réseautage, c'est vraiment, c'est justement bâtir son réseau de gens qu'on connaît pour profiter encore plus du fameux bouche à oreille. Donc, les réseaux, et là, c'est ça qui est intéressant. Et puis, je sais qu'il y a Mary qui fait partie qui m'écoute et qui fait partie d'un réseau qui est quand même très connu. GR International, donc le nom le dit. GR International, donc ils sont partout dans le monde. Donc, peu importe où vous êtes, cherchez pour voir s'il y a un réseau, un groupe dans votre région. Il y a aussi BNI, donc Business Network International. Eux aussi, ils sont internationaux et ils ont des groupes, des cellules un peu partout à travers le monde. Juste dans ma ville, à Gatineau, il y en a à peu près une dizaine de groupes qui se rencontrent. Et ce qui est intéressant avec GR International, BNI, et puis il y en a d'autres, il y a un autre il y a un autre groupe, je ne me souviens plus du nom, qui fonctionne sensiblement de la même façon. Ce sont des groupes qui se rencontrent régulièrement. Donc, à chaque semaine, ils se rencontrent et à l'intérieur de chaque groupe, il y a juste une adjointe virtuelle. Donc, et s'il n'y en a pas dans un groupe près de votre région, bien, profitez-en pour aller vous présenter. Et de la façon que ça fonctionne, c'est que comme il y a juste une adjointe virtuelle, bien, tous les autres membres du groupe, quand ils entendent quelqu'un leur parler de besoins qui pourraient être comblés par les services d'une adjointe virtuelle, ils vont penser à celle qui fait partie de leur groupe. Donc, il y a justement, Marie a mis son adresse courriel dans le chat pour, si jamais là, vous avez des questions là, par rapport à GR International, là, elle va pouvoir vous donner de l'information là-dessus. Euh, et moi, j'ai fait partie de GR International pendant un certain temps, mais avant ça, j'ai été pendant presque 8 ans membre de BNI. Donc, j'étais la seule adjointe virtuelle et à l'intérieur de ce groupe-là, j'avais un planificateur financier, une massothérapeute que j'ai consultée pendant presque 8 ans, une, euh, une acupunctrice que je consulte encore, que j'ai rencontré là et avec qui je fais encore affaire. Notre planificateur financier, on l'a rencontré là dans BNI et c'est encore notre planificateur financier. Notre courtier immobilier. Donc, oui, on a rencontré des gens avec qui nous avons fait affaire, mais moi, j'ai eu des clients aussi.
Et le fait d'aller à ces... oui, il y a des frais, là, c'est certain, mais vous développez votre équipe de vente. Ça, c'est important à retenir. On développe notre équipe de vente. Ce sont des gens qui vont penser à nous. Et puis, il y a différentes façons là, qu'ils le font à chaque rencontre. Il y a un tour de table. On a la chance, là, on a un 30 à 60 secondes pour faire notre pitch de vente, puis de se présenter, puis dire ce qu'on fait et qui on cherche. Puis, régulièrement, bien, on a la chance de faire une présentation un peu plus longue. D'ailleurs, je pense que Marie, justement, avait une présentation hier à faire sur les adjointes virtuelles. Donc, ça vous permet là, de faire connaître la profession et de vous faire connaître. J'ai des gens que j'ai rencontrés à l'époque, que je n'ai pas revus et qui pensent encore à moi 10, 12 ans après. J'ai encore des gens qui vont communiquer avec moi pour soit, s'ils ont besoin d'une adjointe virtuelle, bien là, à ce moment-là, je les réfère à mon réseau, le RPSAV. Ça aussi, c'est une autre façon là, d'aller chercher des clients avec le RPSAV, qui est un réseau d'adjointes virtuelles que j'ai créé en 2008. Et la façon que ça fonctionne, c'est que pour un montant annuel, vous avez votre profil sur le site et vous avez accès aux demandes de services qu'on reçoit de clients potentiels et de temps en temps, et c'est arrivé à quelques reprises récemment, j'ai publié à l'intérieur du groupe pour les membres du RPSAV, celles qui ont payé leur adhésion. Je leur ai publié des demandes directement là parce que ce sont mes clients qui me posaient des questions, qui cherchaient une adjointe plus pour des tâches que moi, je ne fais pas. Et plutôt que de recommander une personne en particulier, je préfère donner la chance là, aux membres du RPSAV. Donc, je vous ai parlé du réseautage. Le réseautage, bien sûr, là, ce qu'on appelle le réseautage en personne avec le bouche à oreille. Il y a aussi des réseaux de femmes d'affaires, les chambres de commerce. Ça peut être intéressant. Euh, donc, tout dépendant, il y a la chambre de commerce dans presque chaque municipalité. Il y a aussi des jeunes chambres de commerce pour celles qui ont moins de 40 ans. Il y a, par exemple, la jeune chambre de commerce de Montréal, puis il y en a d'autres là, à différents endroits. Euh, donc, ça, c'est les réseaux. Il y a Réseau Mère en affaires également, qui peut être intéressant. On n'a pas besoin d'être maman pour en faire partie. Vous pouvez faire une recherche, le Réseau Mère en affaires. Je ne suis pas affiliée, donc faites une recherche, puis vous pourrez trouver le groupe. Il y a des activités, elles font des activités régulièrement. Et à part ça, bien sûr, il y a le fameux réseautage en ligne, donc avec nos réseaux sociaux. Une présence régulière et constante sur les réseaux sociaux, où on ne fera pas juste lancer je suis adjointe virtuelle, vous avez besoin de déléguer, communiquer avec moi. Il faut aller au-delà de ça, donc il faut développer une connexion, se faire connaître. D'ailleurs, les membres du club des adjointes ont eu la chance d'avoir une formation, une brève formation sur les niveaux de conscience. Comment est-ce qu'on s'adresse à un client selon son niveau de conscience? Est-ce que le client, je vous donne là, rapidement, là, est-ce que quand on fait des publications, un client potentiel, en fait, va passer de plusieurs niveaux de conscience dans le sens où il n'est même pas conscient qu'il y a un problème. Donc, c'est certain que si vous vous adressez à juste à ceux qui savent qu'il faut qu'ils délèguent, bien, vous perdez une occasion d'éduquer et de faire passer à un autre niveau de conscience votre communauté ou les gens qui peuvent passer sur vos réseaux sociaux.
Donc, pas conscient de son problème. Après ça, conscient du problème, mais c'est pas quelle solution existe. Conscient qu'il y a une solution, mais c'est pas que c'est votre solution. Donc là, à ce moment-là, il faut l'amener à savoir que, hey, oui, tu sais que tu as, un problème, que tu es submergé, etc. Alors oui, il existe une solution et c'est moi ou ce sont mes services. Et bien sûr, on passe aux deux autres niveaux de conscience où le client est presque prêt à acheter et ensuite le client achète et est un ambassadeur. Donc, à part ça, trouver des clients, les réseaux sociaux, de publications constantes, idéalement, avoir un site Internet, en parler fréquemment à nos clients, demander des témoignages, demander du feedback. Si vous avez dès que vous avez des clients, assurez-vous de bien les servir et de demander des témoignages. Le fait de demander des témoignages va faire en sorte que ça va ajouter à votre crédibilité, ça va augmenter, euh, c'est ça, votre notoriété. La confiance également des gens. Souvent, on va demander, vous savez, là, pour celles qui étaient sur le marché du travail ou qui sont encore, quand on postule pour un emploi, souvent, on va nous demander si on a des références. Donc, c'est la même chose. Le client, lui, ne demandera pas carrément. Il y en a qui vont le demander, mais ce n'est pas tout le monde qui va demander as-tu des références? Mais ils vont demander avec qui as-tu déjà travaillé? Est-ce que tu as déjà travaillé avec des clients comme moi? Donc, des fois, on peut se servir même de certains témoignages dans nos communications sur les réseaux sociaux. Par rapport aux clients aussi, quelque chose d'important. On est ou on va devenir des adjointes virtuelles. Alors, à la question, est-ce qu'on peut trouver des clients à l'international? La réponse est oui. Donc, si tu es au Québec, tu peux aussi bien avoir des clients en France, en Belgique, en Afrique, en Australie, en Amérique du Sud, peu importe. C'est ça qui est le propre de l'adjointe virtuelle. Et la même chose pour les adjointes virtuelles qui sont à l'extérieur du Canada. Vous pouvez avoir des clients canadiens, québécois, américains, aux États-Unis. Il y a beaucoup d'expatriés donc qui sont francophones et qui travaillent, qui habitent aux États-Unis, en Amérique du Sud. J'avais une de mes clientes qui avait déménagé au Mexique, puis elle était d'origine française. Donc, elle est partie du Mexique, elle est allée de la France et elle est déménagée, elle a transigé transité vers la France à l'Espagne et puis ensuite au Mexique. J'en ai une autre qui est d'origine belge et qui est maintenant voyons, à Malte. Je cherchais, là, j'allais dire autre chose, mais une autre île, mais à Malte. Donc, j'ai une cliente qui est dans qui est avec qui j'ai travaillé brièvement, mais quand même qui était en Martinique. Donc, on peut avoir des clients un peu partout. Ça, c'est intéressant. Et puis, là, tout simplement, là, les clients, on peut être payé PayPal, Stripe, virement international. Je sais que c'est très populaire là, en Europe et puis virement Interac là, au Canada. Euh, Au niveau, tant que, tu sais, dans le fond, si on n'a pas la barrière de la langue, donc on peut travailler avec n'importe quel francophone un peu partout dans le monde. Et on peut même voyager. Il y a une participante de la formation Devenir adjointe virtuelle qui elle s'est inscrite à la formation parce que justement, il y avait la possibilité de travailler à l'international. Puis, elle prévoit déménager à l'île Maurice. Donc, il y en a une autre qui a suivi la formation, Sandrine. Si vous allez sur le site là, de l'Académie des adjointes,
Vous allez voir là, son témoignage, Sandrine Brunto. Sandrine a suivi la formation Devenir adjointe virtuelle, puis elle est maintenant au Panama. Puis, ce qu'elle me dit et ce qu'elle m'a écrit il n'y a pas si longtemps, qu'elle ne serait pas là-bas si elle n'avait pas découvert le métier d'adjointe virtuelle et la formation. C'est que ça lui a permis de réaliser ce rêve-là d'être dans un pays chaud et de travailler avec des clients qui sont au Québec ou en France. Donc, elle a ses clients un peu partout. Sandrine est d'origine française et puis elle a habité au Québec et puis maintenant elle est au Panama. Ça fait le tour de ce que moi j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous allez avoir j'ai mentionné la formation de devenir adjointe virtuelle. OK, Agnès, tu vis à Martinique, ben ça, je trouve ça intéressant. Moi, mon rêve, c'est de voyager puis d'aller rencontrer les gens que je rencontre sur Internet, les rencontrer en vrai. Fait que je me dis, à un moment donné, je vais me faire un tour du monde, puis je vais aller rencontrer mon monde. Oui, bon, ben parfait. Euh, donc, je vous ai parlé brièvement là, de la formation, je l'ai mentionné. Dans le fond, je commence la semaine prochaine à faire la refonte de la formation, puis le prix va augmenter en janvier. Je vais vous envoyer un lien après cette conférence. Quand je vais envoyer l'enregistrement, vous allez pouvoir voir la formation devenir adjointe virtuelle. Qu'est-ce que ça comprend? Si si c'est quelque chose qui vous intéresse, la formation en ce moment, là, jusqu'au 31 décembre, va être à 1497 ou 4 fois 375 dollars plus les taxes applicables. Là, si vous êtes au Québec ou au Canada, je dois charger les taxes. Donc, sur 4 mois. Et la formation, de la façon que je l'ai créée et que je l'ai conçue, je l'ai structurée, c'est que étape par étape, on passe à travers les modules. Pendant que tu fais la formation, moi, je suis là pour te soutenir. Donc, par courriel, Messenger, etc., je vais être là pour te soutenir. Puis, une fois que tu as fini les modules, mais je ne te laisse pas t'envoler puis t'organiser avec tes troubles, comme on dit chez nous. Je te garde dans le club des adjointes virtuelles. Donc, c'est pour ça qu'à ce prix-là, et c'est pour ça qu'il faut que j'augmente le prix parce qu'au niveau de la valeur, c'est pratiquement donné. Tu as un accès à vie au club des adjointes virtuelles. Marie fait partie du club des adjointes virtuelles, puis elle, justement, elle s'est inscrite récemment à l'accès à vie. Le club des adjointes virtuelles, ce que c'est qu'il y a un complément à la formation. Parce que moi, je te guide étape par étape, mais après ça, une fois que tu vas être lancé, tu vas avoir des questions. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des questionnements, tu vas avoir besoin d'outils complémentaires, etc. Et c'est ce que je propose avec le club des adjoints. Le club des adjointes, l'avantage aussi, c'est qu'on se rencontre une fois par mois pour euh, une, une séance de questions-réponses du co-développement où je t'aide justement, ce que j'ai fait, là, que j'ai parlé des niveaux de conscience, bien, au début de chaque rencontre mensuelle, je prends 20-30 minutes pour aborder un sujet. Donc, je vous forme sur un sujet et après ça, je passe à la période de questions. Et je réponds aux questions des participants. Donc, toutes les mini-formations là, que j'ai faites cet automne sont déjà sur le Club des adjointes virtuelles. Donc, quand tu vas avoir accès, tu vas avoir accès à ces formations-là. Tu vas avoir accès aussi à des idées de contenu.
des dizaines d'idées de contenu, des outils. Je le dis, je le répète, mon soutien inconditionnel pendant tout ce temps-là. Quand je dis à vie, là, c'est tant que je vais être en business. Donc, et je n'ai pas l'intention de m'en aller tout de suite. Donc, et j'ajoute un 2 ans à chaque fois que j'ai une nouvelle membre qui s'ajoute à l'accès à vie. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, merci, merci d'avoir été là.